Bonjour David, merci de me recevoir chez Bryan Garnier. Bonjour Gaël. Bah, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravi de participer à, mmh, à, mmh, à ce média. C'est cool ce que tu as réussi à créer, c'est très impressionnant et ça va être une super conversation. Ouais, super. Donc, tu es managing director chez Bryan Garnier. Est-ce que tu peux un peu développer quel est ton rôle et peut-être dans quelle niche et quel secteur tu travailles? Parfait. Bah, écoute, c'est un peu ton sujet, le secondaire. On en parlait juste avant le podcast. Moi, je suis des co-head of secondaries chez Bryan Garnier. Et ce que je fais en particulier, c'est du venture secondaries. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la liquidité pour les actionnaires de sociétés technologiques, de start-up, de scale-up en particulier, voilà qui, sur un marché où il y a pas assez d'IPO, pas assez de M&A, moi je crée des solutions d'exit, pour des fonds d'amorçage, pour des fonds de série A, pour des business angels, pour des fondateurs, qui sont investis dans des sociétés non cotées, qui viennent des licornes, voire plusieurs fois des licornes, mais qui sont bloqués, qui ont pas d'opportunité de cash out et nous on organise ça. Peut-être que je peux te raconter mon parcours? Ah ouais, exactement. Bah, de toute façon, je pense que ce qu'on va faire, on va faire en 3 étapes. Dans une première étape, le voilà, parcours académique et un peu professionnel, pour ensuite avoir une bonne partie sur ce qu'est le VC secondaire. Déjà, peut-être ta manière dont tu définis le secondaire et ensuite vraiment le VC. Très bien. Et puis ensuite, troisième partie, je crois tes conseils parce que voilà, tu es quelqu'un qui est assez inspirant et donc c'est important pour nous de pouvoir partager aussi à la aux générations, voilà, tes conseils. Donc effectivement, voilà, parcours académique professionnel. Donc ça commence quand? Ça commence où? Dis-nous. Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres podcasts, j'ai commencé un peu plus tôt, parce qu'en général, je suis un peu rapide sur cette partie. Moi, bah, j'ai fait des classes préparatoires, à Paris, puis après j'ai fait l'EDEC. OK. Donc voilà, je suis pas originaire de Paris, je viens de Nouvelle-Calédonie, donc j'ai fait 22 000 kilomètres pour mes études, mais il s'avère que je traîne encore un peu dans le coin, alors que toute ma famille est à Nouméa, mes parents, mes frères et sœurs. Donc j'aime beaucoup Paris, c'est pour ça que je suis resté. J'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, moi, à l'EDEC, je voulais faire de la finance. Pendant ma césure, j'ai fait 6 mois chez Rothschild dans la M&A large cap. Puis après, j'ai refait 6 mois, mais dans un corporate, c'était coté dans l'industrie minière. J'ai bien aimé, mais à la fin de mes études, moi, ce que je voulais faire à l'époque, j'étais obsédé par ça, c'est faire de l'investissement. Je voulais vraiment être côté investisseur. Donc je me suis démené pendant ma dernière année pour trouver un stage en private equity et c'était pas facile. Moi, je suis un peu plus âgé, je suis diplômé 2012. À l'époque, c'était la crise des dettes grecques, enfin des dettes européennes, donc la dette grecque en particulier au moment où j'étais diplômé. Donc c'était assez chaud, il y avait beaucoup d'instabilité, hem, sur les marchés du private equity parce que les fonds n'arrivaient pas à lever, les taux étaient assez élevés. C'était assez compliqué en fait par rapport à, même par rapport à maintenant, d'arriver à lever des fonds. Il y avait pas beaucoup de dry powder et donc pour trouver des offres, c'était pas facile. Mais j'ai quand même réussi à trouver une offre. À l'époque, c'est un fonds qui s'appelait EPF Partners, qui ensuite a été racheté par Apax. D'accord. C'était le fonds Apax Développement et aujourd'hui ça s'appelle Seven Two. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai continué dans l'investissement. J'étais débauché par un family office, qui cherchait un analyste pour relancer 2 choses, du buyout pour leur participation qui gérait de manière un peu passive et ils voulaient faire du build-up et des acquisitions pour développer le portefeuille, D'accord. avec de la croissance externe et aussi, et ça c'était un peu plus niche, ils voulaient monter un département capital risque, VC. Donc faire de la levée de fonds dans des sociétés en amorçage et en pré-amorçage parce que c'était une société familiale qui a un ADN très entrepreneurial. Ils voulaient se reconnecter avec ça et donc ouais, c'était en 2013. Heu, le VC, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il y avait genre 5 ou 6 fonds à Paris. Il y avait peut-être Partech, Alven. Isaïe lançait son premier fonds, le fonds de Jean-David Chebrudon. C'était tout nouveau et très petit. Donc moi, j'ai gravité là-dedans pendant quelques années. J'ai découvert quelques clés de l'investissement en venture. C'est ça qui m'avait plus intéressé. Je suis parti pendant 1 an à Londres pour faire un MBA. OK. J'ai fait London Business School. Pourquoi tu allais partir, En vrai, je voulais vraiment quitter Paris et je voulais me forcer en fait à sortir de mon confort. Je me dis: «Ben, je vais faire ce que je fais, mais dans un environnement plus international» et je pour un MBA quoi, 25 ans? j'avais 27 quand j'étais à Londres et voilà, ça a été beaucoup de travail pour être admis. Je suis préparé pendant 1 an et demi.
voilà, pour avoir un énorme score au GMAT. J'ai pris un coach pour me préparer Trop aussi stylé, mes choses. j'adore, ouais. Donc c'était énormément de taf. J'avais plusieurs offres, mais j'avais pas eu le courage d'aller aux États-Unis, ce qui était mon plan initial et je me suis rabattu sur Londres et c'était pas un très, très bon calcul rétrospectivement, D'accord. à 2 égards. Parce que, ben, un MBA quand tu as déjà fait une école de commerce finalement, ben, C'est très bien, elle est très bonne en plus, qui est reconnue. c'est une école super reconnue, top 5, bah, enfin en tout cas à l'époque ou top 10 en général. Donc Heu 5, elle est excellent. heu, bah, ça c'est là on parle de notre business school. Ah d'accord, non, je veux dire, de toute façon, tu avais déjà fait une école de oui, non, je veux dire reconnue, J'avais déjà fait une école qui était déjà très bien et je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était pas assez international, pas assez visible, et que c'était pas suffisant pour postuler à des offres. En fait, je crois que j'avais été chassé pour deux trois des postes à Londres, mais qui validaient pas du tout l'expérience que j'avais déjà eue et qui faisaient un peu recommencer, je ouais, même pas, ça arrive des fois, mais les decks aujourd'hui, c'est quelque chose qui, et en tout cas, aujourd'hui c'est très bien et en tout cas, moi, mon obsession de l'époque, c'est d'avoir un MBA. Ah ouais, c'était un peu genre le graal. Maintenant, je recommande pas aux gens de faire ça parce que, ben, ça a plus beaucoup de valeur dans plein de carrières. Il y en a certaines où c'est une figure imposée comme, dans le consulting ou des choses comme ça, mais, mais c'était quand même une expérience intéressante. Je me suis fait beaucoup de réseaux, j'ai gagné énormément confiance en moi, heu et surtout j'ai, découvert Londres, et je me suis dit que j'étais bien à Paris aussi. En vrai, à la fin du MBA, c'était le moment où il y a eu le Brexit, donc en dernière année, il y a eu ça qui est tombé et toute l'énergie qu'il y avait a baissé d'un coup, les opportunités sont asséchées, en quelques semaines et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, en vrai, j'ai plus envie de faire ça». Ce que j'ai envie, c'est de rentrer à Paris et de monter une boîte et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en 2017. J'ai repris contact avec un de mes anciens boss de chez Rothschild quand j'étais en stage, Grégory Edberg, et avec lui, j'ai créé une banque d'affaires, une boutique qui s'appelle Leven. Ça existe toujours, ça se développe très bien d'ailleurs c'est une boutique M&A tech, heu, levée M&A, dette, pour les, sociétés technologiques, pas forcément start-up d'ailleurs, hein, vraiment tech, software, c'est incroyable. Peut-être raison si on peut faire une pause sur cette, sur ça. C'est-à-dire que, tu as tes premières expériences, tu pars à Londres, tu reviens. Donc là, tu as ce sentiment-là, tu as ce désir-là de monter quelque chose. ouais. Peut-être ça il est sympa cette ce moment-là, tu as envie de monter quelque chose, tu dois réfléchir à plusieurs idées, tu dois réfléchir à ce que quels sont tes points forts et cetera. Jusqu'à du coup avoir cette idée-là d'appeler ton ancien boss. Comment ça s'est passé un peu tout ça? Comment est-ce que tu as eu cette idée-là de monter une banque? Parce que c'est tu me dis: «J'ai envie de monter une banque d'affaires», déjà vouloir monter une boîte, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, tu me dis: «Voilà, je vais monter une boîte dans du retail, sur du pas de la cosmétique ou genre truc et OK, un peu plus classique». Mais là, banque d'affaires alors que tu as que 27 ans. En fait, ça c'est ouais, à l'époque, quand je suis rentré, j'avais 28 ans et demi, 29. Mais c'est surtout que c'est pendant mon MBA, j'ai fait un peu du jobbing, donc des business plans pour des bots, des revues de KPI, enfin des missions consulting un peu courtes, pour des gens qu'on me présentait ou pour des amis et je me suis dit: «Tiens, ça a vraiment de la valeur, en fait». Les gens, ils ont vraiment besoin d'être, accompagnés sur des sujets, heu, il y a de il y a la technique financière, sur l'investissement, sur la gestion financière, un segment que j'ai identifié à ce moment-là, c'est, sur la levée, il y a un point assez clé, il y a des profils, en fait, de fondateurs de boîtes, qui savent pas comment lever des fonds, en fait. Voilà, ils savent pas faire un business plan, ils savent pas, heu mesurer leurs besoins de financement, heu, parler à un investisseur, négocier, et ça, moi, je savais faire. Je l'avais fait du côté investisseur. Donc je me suis dit: «Ah mais je peux vraiment aider» et surtout, il y a un modèle économique un peu différent que des missions de consulting où je t'ai payé à la journée, à la page presque. Heu, Où tu prends un commission de fil. Je me suis dit: «Ah tiens, ben, si je lève 1 million et que je prends 5 ça fait 50 000 balles». Enfin et puis j'étais redevenu étudiant donc pour moi c'était de redevenu beaucoup d'argent. N Je me suis dit: «Ça à la fois ça il y a un vrai besoin, c'est un vrai métier et on peut le faire de manière, professionnelle et industrialiser le truc» et je me suis dit: «Tiens, il y a personne qui fait ça pour les startups en amorçage, en fait, ou en pré-amorçage» et donc avec Greg, qui se barrait de chez Messier à ce moment-là, il était parti de Rothschild pour aller chez Jean-Marie Messier. On s'est dit: «Bah, on va faire ça avec Exposition Trépart». Tu parlais avec lui, cette personne-là, tu parlais déjà avec lui quand tu étais à Londres ou tu es revenu et tu t'es dit: «Je sens que cette personne-là, c'est la bonne personne pour m'aider». En fait, on s'était jamais perdu de vue, on avait toujours gardé le lien depuis mon stage, qui s'était très bien passé et j'ai encore beaucoup d'amis de cette époque Rothschild, qui d'ailleurs maintenant, soit c'était des anciens stagiaires et maintenant ils sont, partners, dans des fonds, avec qui on bosse ou qui sont, DG de boîte, des choses comme ça.
ou alors, heu, ou alors ils sont encore dans les carrières financières, encore chez Rothschild, associés gérants, Mmh. ils ont continué à se développer. Et Greg, donc ça a toujours été un de mes mentors, un de mes amis, et en vrai quand il a repris contact avec moi, j'étais pas sûr que qu'il avait vraiment un projet entrepreneurial lui aussi, mais on avait des idées convergentes un peu au même moment, et l'idée, bon, c'était de rester ce segment où, il y ait pas beaucoup d'advisors, enfin sur les sociétés vraiment, en tout cas en amorçage, pré-amorçage, avec des profils, de fondateurs, pas forcément école de commerce, Ouais. cabinet de finance. On a commencé sur ça, assez niche, mais au début, on n'avait vraiment pas concurrence, donc on a enchaîné un peu les dossiers, les levées, des petits trucs, des levées on a commencé par des levées à 500 000 €, 2, 3, 4 millions, 5 millions. Génial. Heu, on a fini par s'associer avec un accélérateur de start-up qui avait le vent en poupe à l'époque, qui s'appelait The Family, donc basé, dans le 4e arrondissement. C'était vraiment, enfin, maintenant ça a mauvaise réputation à cause d'Oussama Hamar qui est un personnage ridicule, enfin il est devenu comme ça, mais à l'époque c'était, le gourou incontesté de la tech parisienne. C'est the place to be, toutes les bonnes startups étaient là-bas. Heu, C'était là où il y avait le plus d'énergie et c'était, des années avant Station F. Et donc on s'était associé avec eux et donc on était devenus un peu les leveurs officiels des EC de The Family. Ah génial. Donc on signait des mandats, avec le C du portefeuille. On a même fini par s'installer dans leur bureau. On sous une partie du premier étage. Et voilà, après eux, ils avaient leur propre histoire, leurs propres problèmes de gestion internationale, mais ce qu'ils faisaient, c'était génial. Il y avait toujours tous les jours des events, avec des sommités du monde de la tech internationale qui venaient. Enfin, on se souvient de Macron qui vient en 2016, alors qu'il est encore ministre de l'économie pour faire un débat, hem, sur, je sais plus quel était le sujet, genre sur la fiscalité des BSPCE à The Family. Et mais c'est pas le seul, il y avait Sam Altman, qui venait régulièrement. À l'époque, c'était le président du Y Combinator. Heu, Maritza Meyer, à chaque fois qu'elle venait à Paris, elle s'arrêtait pour faire un talk à The Family, mais on peut encore voir les vidéos de l'époque, c'était vraiment tier one. Et donc on s'est développé, puis ensuite, bah, parce qu'on s'est rendu compte que, ben, faut en faire beaucoup de levées de cibles pour faire beaucoup de chiffre d'affaires, bah, on s'est positionné progressivement sur des séries A et aussi nos clients se développaient. Donc quand tu as fait une première levée avec eux, 18 mois plus tard, soit tu continues, sauf que tu arrives sur un segment beaucoup plus concurrentiel où en fait le marché il est heu, beaucoup plus adressé. Là, on a découvert, les gens du secteur, les Clipperton, les Cambon, les Chausson Finance, les ADR Finance, tous ces mecs-là qui font du conseil en levée de fonds à partir de la série A. Mais on était face à eux, on devait pitcher, ce qu'on n'avait plus jamais eu à faire jusqu'alors. Mais c'est pas grave, c'était pour des deals plus gros. Mais plus le temps passait, plus on se retrouvait à être en concurrence, avec plein de gens, plus c'était difficile de se différencier jusqu'au moment où en fait The Family a fait faillite. On a quitté leur giron, donc on est devenu une énième banque d'affaires fondée par des anciens de Rothschild. On avait développé le partnership, on avait recruté une personne puis 2 personnes, au partner. Mais on était, vraiment, c'est la quintessence de l'océan rouge. Tu sais, ce qu'on t'apprend en stratégie, où tu peux différencier que par les prix et par les relations. Ouais, ouais, sans doute. Et donc en post-covid, moi, j'en avais un peu marre de ça. Je me dis: «Bon, je crois un peu moins, à ce qu'on fait», enfin, en tout cas à l'époque. Après ils ont même pivoté, hein, ils font plus exactement la même chose. Maintenant, ils conseillent plutôt des sociétés de logiciels, déjà très rentables. Ils ont arrêté le venture, en fait. D'acc Et moi, en 2021, je voulais arrêter, ce qu'on faisait à l'époque. Donc je pars de Leuven et reprends contact avec un ancien de The Family qui avait un projet assez sympa dans le secondaire, qu'il avait essayé de monter pendant le covid et qui finissait par, voilà, par trouver un point de, ouais, de finalisation de son idée. Et c'est là, en fait, où il me contacte en me disant: «Tiens David, ben, vu que tu es disponible, je viens d'oser proposer, mais est-ce que tu veux pas faire un truc avec moi? J'ai une idée, il y a un vrai pain point, dans le secondaire au service des actionnaires de boîtes de tech. Il y a un vrai sujet d'illiquidité. Déjà à l'époque, il y avait pas assez de sorties en IPO et M&A pour absorber le besoin d'exit, des fondateurs de boîtes de licorne ou des investisseurs en early stage. Tous ces mecs, pas que j'avais fait investir en amorçage, bah, ils étaient eux-mêmes bloqués, Ouais, bah, ouais. même 6 ans plus tard et aujourd'hui, je vois des sociétés que j'ai accompagnées en amorçage ou en série A, où les actionnaires de l'année sont encore actionnaires, alors que certaines, ça peut faire, 8 ans, 9 ans. Donc le time to lead to exit est très fort. Et c'est pour ça qu'on Ouais, reste sans avoir eu de retour depuis 8 ans? sans avoir eu de retour cash en tout cas, Ah ouais, OK. sans avoir eu de DPI. Ouais, exactement, les armes techniques.
OK, génial et donc tu te lances avec, tu te lances? C'est ça? Donc on se lance, nouveau projet, initialement notre Soliquid, on avait vraiment envie de faire quelque chose de très, product, très, tech. On voulait vraiment, faire une plateforme en fait, d'échange automatisé, peut-être avec un système qui reposait sur un ledger ou Toujours digitaliser le marché. Il y a quelque chose qui se fait Palico, ça dit quelque chose? ouais, Palico bien sûr, on les connaît bien. Bah, ils sont lancés à peu près en même temps que nous. Alors on avait tous un peu identifié le problème, et on l'a abordé par des bouts différents. L'idée initiale, c'était vraiment de faire un exchange. Avec plein d'approches différentes. On avait réfléchi à tokeniser les registres de titres, des startups ou tokeniser en fait les actions, de la captable pour aller rendre, voilà, pour pouvoir rendre les échanges plus, Ouais. plus fluides. Mais ça a résolu qu'une petite partie des points de friction en fait, qui fait que les boîtes de mon côté sont illiquides, en particulier les startups. Il y a vraiment un sujet aussi de pricing, de valorisation, de data. Ouais. Voilà, de momentum, parce que c'est des sociétés qui lèvent des fonds très régulièrement et tout. Donc on fait ça, on est approché par des fonds aussi pour, heu, pour être financé. Donc on avait reçu des term sheets, de 2-3 fonds d'amorçage qui trouvaient notre idée pas mal, et qui avaient du potentiel. Et en plus, c'était le boom où tout le monde levait sur n'importe quoi à l'époque, en 2021, c'était assez facile. Ouais. Hem et on est admis à Station F à ce moment-là, donc on s'installe là-bas. Mais au tournant de l'été 2021, on se rend compte que notre approche product, 1, elle ne nous ressemble pas. 2, il y a beaucoup de concurrents qui se lancent sur la même idée au même moment. Et 3, on sentait, après avoir parlé avec beaucoup, beaucoup d'investisseurs, que ce soit des acheteurs potentiels ou des vendeurs potentiels, qu'ils n'avaient pas vraiment besoin en fait du product qu'on essayait de construire, que c'était un peu un gimmick, qu'il y a vraiment plutôt un sujet de dialogue et de convergence entre l'offre et la demande, que les acheteurs et les vendeurs ne se comprenaient pas, il y avait aussi d'autres stakeholders, qu'on ne peut pas juste, ignorer en fait dans la dynamique qu'on voulait mettre en place. Ça rend la confidentialité aussi, la due deal à travers la plateforme. Exactement. En vrai, il y en a qui ont poussé la démarche jusqu'au bout. Par exemple, Caption Market, ils ont vraiment essayé de rendre liquides les titres, des employés, nous vendre des BSPCE sur une plateforme, vendre ça au grand public. Il y a eu quand même beaucoup de casses, beaucoup de startups qui ont fait faillite, et ça n'a pas été spoté par la plateforme parce qu'ils avaient pas d'infos. Beaucoup de prix qui étaient pas bons, à la vente ou à l'achat. Vraiment un sujet de désalignement et de manque de transparence, en fait, qui est un problème transversal. Et donc on a pivoté pour devenir à nouveau une banque d'affaires. Donc j'ai pas prévu de refaire une banque d'affaires après avoir quitté Leven, mais il s'avère que c'en est redevenu une. On est passé sur une démarche beaucoup plus advisory, et ça a commencé à marcher très fort. On a commencé par, une petite transaction sur, Ledger, une quinzaine de millions, pour, un des fondateurs. Puis ensuite on a fait une deuxième transaction, beaucoup plus grosse pour, des business angels de Revolut. Et c'est là qu'on a vraiment appris à comment ça marchait, Ouais. voilà, c'est quoi les points de friction, le pacte d'actionnaires, le board, les, heu, les relations avec les actionnaires historiques qui sont cédants et ceux qui sont non cédants. Comment on fait pour avoir une bonne data room, comment on fait pour bien pricer un actif comme ça. Et on a appris énormément de clés en fait en pratiquant, en testant. C'est fou. Bah, c'est fou, c'est vraiment une partie d'une démarche entrepreneuriale, découvrir ce secteur-là. Je pense qu'on va faire un focus sur ce secteur-là juste avant, Mmh. peut-être de faire ce focus-là. Heu, tu t'es aussi, à côté un investisseur, tu investis dans une entreprise. Que c'est à partir de quand que tu investis dans une première startup? C'est quand tu as monté ta première re boîte d'affaires? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce bon, tu as expliqué que tu aimais beaucoup l'investissement, mais c'est quelque chose de différent de monter une banque d'affaires, donc qu'est-ce qui te plaît à travers aussi ça, être business angel? Écoute, c'est vraiment arrivé ça je l'ai pas fait de manière, systématique, donc je me conçois pas comme un business angel un peu professionnel, D'accord. qui gère, son portefeuille, qui systématiquement, cherche des opportunités. C'est plutôt l'investissement, je vois plutôt ça un peu comme un quelque chose d'adjacent à ce que je fais, un peu complémentaire. Je rencontre un entrepreneur que j'aime bien, je fais sa levée de fonds et il me dit: «Bah, tu veux pas, convertir une partie de tes fees, en equity?» Pourquoi pas? Je rencontre un entrepreneur pour lequel, ben, heu, j'ai un poker ou alors, je suis utilisateur du produit. Heu, il s'avère qu'il lève des fonds. Ben, je peux essayer de prendre une part au syndicat. C'est plus cette démarche-là, en fait, que j'ai eu. Après, j'ai fait quelques investissements corrects, d'autres très mauvais. Le problème du venture, c'est que, bah, tu peux vraiment tout perdre
et ça m'est arrivé plusieurs fois de On va en parler après dans quelques secondes. D'ailleurs, à une époque, j'avais des dizaines de lignes sur mon LinkedIn, j'ai enlevé quasiment tout. As ready sur je fais de la storing, des storing, des storing, je tu as gardé que les bons. Même pas, j'en ai des biens, je mets pas. Hem, mais voilà, l'idée, c'est Ah pas c'est bon, moi on m'a dit la théorie du BC, c'est tu investis dans 100 dans 100 c'est SQ, soit la 2 qui marche et c'est bon, ça tombe ça Sprint Pro et d'ailleurs, c'est une approche, c'est pas forcément Sprint Pro, c'est vraiment le cas central du venture. C'est tu as une vingtaine de lignes, tu as 2 fund returners, tu en as une dizaine qui font des performances correctes entre 0,5 et 3 DPI et le reste, c'est des paumes. Tu es à 0, tu dois liquider. ouais. Ouais, l'approche elle est ouais, de toute façon elle est plus risquée qu'en buyout, quoi. Ouais, après tu as des ententes Mais c'est pas après c'est pas le même retour. tu as des attentes de TRI très, très supérieures, et de multiples, assez élevés. Hem, donc et ça dépend aussi à quel stade, tu vois? En venture, tu as vraiment des attentes de TRI très, 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 très élevées avec un écart type très fort. En growth, c'est déjà un peu plus proche de ce qu'on attend du private equity. C'est quand même plus risqué, on est comme sur du simple au double par rapport au PE, mais ça converge progressivement. Mais ça tendance, il faudra qu'on en parle aussi sur la manière aussi d'approcher les clients parce que tu as quand même des clients institutionnels, enfin des grosses familles, des family office et cetera qui eux ont une approche tellement, pas risque averse non plus, mais ils ont quand même ça en tête. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à, peut-être échanger avec certains d'eux et leur dire, bah, allouer une partie sur un actif quelque risqué, mais qui derrière peut avoir un intérêt plus élevé? En tout cas, je les invite à avoir une approche, structurée et systématique sur le sujet, parce que les family office, il y en a certains qui sont enfin les mêmes parfois les mêmes sont très, très risk averses, hem, sur face à certains actifs et parfois complètement fous et sans aucun, C'est vrai. sans aucune guideline, ouais, ils se mettent à investir, on voit ça récemment, on a fait un ou 2 secondaires sur, SpaceX, et on le fait parce on nous demande, voilà, il y a un fameux officius qui nous dit: «Je veux absolument investir dans SpaceX, est-ce que vous pouvez me trouver ça?» «Oui, aucun problème», enfin, mais nous, on n'a pas d'infos sur la boîte, on connaît juste des gens qui sont dans les cap tables et qui font la liquidité, périodiquement. Donc aucun problème, on fait le match, mais pourquoi vous faites ça? Ouais. C'est quoi le rationnel? Enfin, vous savez qu'on connaît même pas le nombre d'actions de la société, donc on a que les prix par action et le reste, c'est des proxys. On connaît pas la top line parce que c'est très, très confidentiel, les super black box et tous les contrats, qu'ils ont avec les gouvernements, c'est très stratégique, donc ben, il y a pas d'infos à obtenir dessus. Hem, non, enfin, voilà, mais on s'en fout, on veut investir dans le nom et plus ou moins 1 sur le prix, on s'en fout. C'est vraiment, Ah oui, il y a pas recherche de décote. c'est un truc de hype, c'est pas du tout, mesuré ou même s'il y avait une décote, même le point d'ancrage, il a pas de sens en fait, où on a personne n'a validé, checké, Ah ça c'est un moment où tu connais pas le nombre d'actions, ça veut rien dire. donc ça, c'est intéressant et à l'inverse, parfois, ils sont, archi frileux, démesurément prudents sur des trucs qui pourraient en fait leur apporter des gros returns, Ouais. avoir du sens stratégiquement par rapport à leurs autres investissements et ils y vont pas parce qu'ils savent pas comment par quel bout le prendre. Donc ils peuvent à la fois aller très vite et avoir des coups de folie sur certains invests et pas aller sur des trucs qui seraient bons pour eux, parce qu'ils savent pas comment l'appréhender, ils se retrouvent en fait, bah, à pas faire des choses qui seraient bien ou alors à payer plein de fees, heu, se faire conseiller en urgence sur des trucs, ou alors à devenir, ouais, juste co-investir, heu, dans la même opportunité mais via, un GP qui leur fait un véhicule pour eux, mais avec des points de friction comme des fees et du carried, alors qu'ils auraient pu l'avoir en direct s'ils avaient eu une approche un peu systématisée, ce qu'au fond certains familles, c'est-à-dire se comporter comme des investisseurs professionnels, surtout quand tu es un gros, tu peux, avoir une team ou une partie de team qui peut se configurer un peu comme des investisseurs professionnels, Ouais, voilà, avec une vraie approche de la due deal, de la valorisation, de l'assessment de l'opportunité. OK. Mais j'ai hâte de sauter, dans la phase secondaire, mais peut-être une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'1 deal dans lequel tu as investi où tu es plutôt content? Et un autre, peut-être si tu as pas le mentionné, mais peut-être un autre où, avec du recul, tu te dis: «C'est vrai, ça j'aurais pu le voir, c'était évident ici. Il y avait pas de client là, c'est beaucoup trop concurrentiel» et cetera et cetera. Non, c'est intéressant. Bah, comme mauvais investissement, hem, moi j'habite à Paris depuis un certain temps.
Et en 2019, j'ai acheté, ma première résidence principale et c'était un grand studio sur l'île Saint-Louis, hem, heu, mais pas grand, mais pas si grand que ça. C'était, moins de 30 m². C'était super sympa, dans un quartier très joli, mais j'avais pas de machine à laver à l'intérieur. Donc en fait, j'avais, plein d'équipements, mais pas de machine à laver. Donc en fait, je fais: «Oh, faut soit que j'ai un lave-vaisselle, soit que j'ai une machine à laver». Donc bah, je l'ai remplacé le truc. Je vais pas vivre dans une chambre d'hôtel, quoi, enfin. Et sauf qu'à ce moment-là, il y avait un service qui commence à énergie qui s'appelle Cowash. Un un genre de Uber du, pressing en fait, et donc en fait, tu connectes sur une app, et il y a quelqu'un qui venait chez toi, qui récupérait ton linge, qui te le ramenait tout plié, tout propre et tu pouvais juste le ranger. Et moi j'utilisais ça comme un malade et en fait, j'ai rencontré le fondateur, j'ai fait sa levée de fonds et dans sa levée de fonds, j'ai mis un ticket. J'ai mis genre, 20 000 balles, tu vois? Et parce que j'étais persuadé que ça avait, un sens, que ça bah, ça a du sens parce qu'il y avait des clients, des utilisateurs, des métriques qui démarraient bien. Mais en fait, heu, c'était un truc, oui, la profondeur, était assez limitée. Et donc au bout d'un moment, il a plus réussi à avoir de croissance parce que ses coûts d'acquisition, passer un certain palier, ils montaient de ouf, en fait. Parce qu'en fait, passer l'espèce de niche, de ces moins de 30 m², en cœur ou alors ouais, ou cœur de ville, actif, qui fait pas sa lessive, et voilà, et qui a pas de femme de ménage, enfin voilà, c'était un truc plus limité. Il y avait plus de C'était au bah, la confluence de plusieurs niches différentes, ce qui faisait qu'en fait, il y avait un point central où c'est des coûts d'acquisition assez faibles, juste sur la réputation, capital sur M6, bah, tu arrivais à avoir, plein de croissance pas chère et rentable. Et passer un certain stade, bah, avoir des nouveaux clients, c'était extrêmement cher en fait, et donc ça pouvait pas être rentable. Et donc bah, et ça je l'ai pas vu parce que, bah, j'étais biaisé par ma propre expérience, d'utilisateur, par ma propre expérience de vie et donc j'ai failli avoir en fait, le use case général. Mais après je suis pas le seul, tu vois? Il y a plein d'investisseurs qui ont co-investi et qui ont cru au sujet au sujet et qui ont cru que que le business plan fonctionnait parce que, bah, les coûts d'acquisition montaient mais progressivement, parce que ça, il y avait de la concurrence, des choses comme ça et pas parce que le marché en fait, ouais, c'était plus lié, c'est quoi des gens demandent parce que c'est normal, c'est le marché et cetera, alors qu'en fait, c'est juste lié au fait qu'il y a pas de profondeur de Ouais. Et donc en fait, aller dénicher les gens qui sont pas dans le cœur de cible initial, bah, il coûte très, très cher. Donc et ça, c'est un investissement, ouais, le tien. c'est presque impossible parce que quelqu'un qui achète à laver, quoi. Exactement, exactement. Et donc ça paraît idiot, mais bon, c'est le truc de ouais, C'est tout. d'ubérisation, où tu te dis: «Ben, on doit tout ubériser, donc tout doit être en mode plateforme», et tu ou alors ça aurait pu passer en levant des fonds colossaux, tu vois? Et en poussant un peu à une transformation un peu sociétale des usages et tout, mais le pari, il était vraiment de transformer en ça c'était de transformer beaucoup trop de choses qui étaient, ancrées dans le quotidien des gens. Genre, ben, on n'a plus de Allez, c'est fini la machine à laver, faut c'est finir fini la laver, et d'ailleurs, là, c'est les boîtes de delivery de food, c'est pareil qu'elles ont fait, tu vois? Elles ont dû transformer notre manière de vivre, de manière dont on fait les courses, ou dont on va ou pas au restaurant et ça leur a demandé des investissements colossaux, en fait, pour, changer notre manière de nous comporter au quotidien. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pas encore rentables, il y en a beaucoup qui font faillite et le pari, il est pas encore terminé. Le point de pivot où, c'est des modèles qui sont, à la fois scalables et rentables en même temps, il est pas encore tout à fait là. Même Uber, hein. Uber, c'est 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 rentable d'importer sur Crète, non? Uber, c'est rentable en fait, à certaines villes, dans certaines régions, mais il y a encore plein d'endroits où c'est pas rentable. Mais comme Amazon, hein. Amazon, ça a été coté en bourse en 97, c'est devenu rentable qu'en 2012. Et la marketplace d'Amazon, elle était pas rentable jusqu'en genre, 2019 ou 2020. Ouais, je me rappelle des premiers chiffres, je me rappelle des C'est devenu rentable grâce à AWS, hein. Donc, Amazon, ouais, c'est ça, ils avaient c'est le 1er saut de rentabilité, ever. Donc, honnêtement, leur pari, il a coûté des milliers de milliards, en fait. Donc c'est, heu mais bon, maintenant, la marketplace est rentable, en tout cas aux États-Unis. Elle est pas rentable sur la partie, internationale. d'accord. Et donc ils sont encore en train d'investir dans la transformation sociétale qui aura pris presque 30 ans, tu vois? C'est fou. Donc voilà. Donc mauvais pari. J'aurais parié sur le bon cheval Et le bon cheval et les bons chevaux? Qu'est-ce que j'ai comme bons chevaux? Des trucs moins tech, moins radicaux, en fait. Finalement, j'avais investi dans une boîte de vin qui s'appelle Going for Good. C'est du vin, en consigne. Donc en fait, c'est pas forcément un vignoble. Ils récupèrent
plein de vins différents, ils les assemblent, et c'était un truc très vert, où tu t'abonnes à ton vin, et ça marche très, très bien. C'est le truc qui est devenu rentable tout de suite. Ils ont fait une levée de fonds de 500 000 balles, puis après c'est devenu rentable. Voilà, la clé du truc, c'est exécution opérationnelle impeccable, une brand, hem, qui a du sens et des valeurs, donc qui parle aux gens. Donc il y a toute une communauté de gens qui prennent que ça, qui voilà, ça c'est, mon vin éthique, et qui est bon en plus. Et ouais, oui, donc c'est un truc, j'ai investi comme ça, en fin 2020, un mec qui m'appelle sur LinkedIn en me disant, «Ah, j'ai vu que tu es business angel, est-ce que tu veux faire?» Je fais: «Ouais, vas-y, on a tes papiers», et j'ai quasiment rien mis dedans. Et en fait, c'est vrai que c'était un bah, il y a Fonds de Private Equity qui est rentré, il y a pas longtemps, et qui a fait un drag along des petits investisseurs, et donc je me suis fait drag, et moi j'ai pas récupéré toute ma perte que j'ai perdue sur Coach, mais c'est un très bon return. Pour le temps que j'ai passé dans l'equity de la boîte, Ça fait combien de temps? je me suis fait drag en 2022, donc en 2 ans, j'ai fait fois 2,5. Ah ouais, un très bon TRI, quoi. Très bon TRI. Non, un autre bon TRI, après c'est pas encore complètement débouclé, mais bon, on verra. Je te dirai peut-être, on verra, mais alors, Oddbone Invest, pour le coup, en deçà, maintenant j'ai un club d'investissement qui investit en secondaire. Alors, ça s'appelle Not So Club. Ça, c'est un spin-off de Not So Liquid, et un des bons investissements qu'on a fait, c'est dans les enceintes Marshall. On a spoté un investisseur, Tu veux le sortir? qui voulait sortir. On était déjà au courant, qu'il allait avoir un process, de vente, avec une valeur qui était déjà définie, et on savait que les vendeurs sur le marché, ils étaient à 3 fois moins. Donc on s'est dit: «Bah, la boîte est très saine, c'est de la croissance de ouf, c'est hyper rentable, tout le monde connaît la marque, moi j'ai 2 enceintes Marshall chez moi». Ah. En plus, j'avais travaillé pour 2 Vialet il y a quelques années, et j'ai pouvais comparer les qualités des business économiques de manière comparable, et en plus, on avait cette espèce d'info de marché qu'on pourrait pas du tout utiliser si la boîte était cotée, mais il y a pas de délit d'initié en marché privé. Donc voilà, on a voilà, double validation à l'entrée. On voit les chiffres qui sont fous, donc de base, c'est un bon investissement, et même si on avait investi à la vraie valo, bah, ça restait un bon deal, et on aurait pu rester investir pendant, super longtemps. C'est une boîte qui verse des dividendes. On a eu des dividendes 2 fois depuis qu'on a investi, Ah, c'est une boîte qui a des dividendes. et on sait qu'il y avait un process en cours, qui allait peut-être se conclure à un niveau supérieur à celle qu'on a investi. Donc au pire, on fait un value deal, mais on a aussi un growth deal, parce que la boîte, elle continue à croître. Et en effet, bah, la boîte se fait racheter là. Ça a été annoncé dans la presse, par un fonds d'investissement, américano-asiatique qui s'appelle Hongshan. C'était un Tu avais déjà les multiples dessus? donc bah, déjà, on sait faire des valos parce qu'on a de l'expérience de finance, mais en faisant un DCF même, hyper, bearish, on arrivait à une valo qui était supérieure à ce que le vendeur nous proposait, et en plus, on savait qu'il y avait un process avec une valo supérieure. Et donc voilà, non, et là, on a fait, fois, 2,2 en un an. 2,2, et encore, on compte pas les dividendes dedans. D'ailleurs, au début, j'ai pas l'habitude, des dividendes dans de business, ces boîtes-là, je fais pas des boîtes rentables. Donc en fait, un jour, je me connecte sur la plateforme dont on s'est servi pour créer le SPV, et je vois qu'il y a du cash sur le compte. Je fais: «Oh merde, j'ai pas tout investi, zut! Oh non! Et comment je vais faire?» Enfin, faut que je rappelle le vendeur pour voir il y avait encore des shares et tout. Donc j'écris sur la plateforme: «Oui, il y a eu un petit bug, comment c'est possible que j'ai pas tout déployé?» Il fait: «Non, non, non, on a reçu des dividendes, c'est normal, j'allais vous écrire, non, vous avez peut-être pas vu dans la doc qu'on vous a fait signer, mais». Je fais: «Ah dingue, waouh, oh cool», et c'était pas mal en plus, il doit avoir un riz à faire des belles dividendes ce machin. Ouais, c'est un yield de 9, donc c'est assez élevé. C'est pas mal. Bah, après c'est botte de mon côté, donc c'est pas mal. Incroyable. Bah, c'est une bonne, une bonne approche parce que c'est une question que je vais te poser parce que, pour aller sur le secondaire maintenant, c'est beaucoup de LP-Led j'imagine en VC? En il y en a un petit peu, après nous on arrive du secondaire en direct, donc le captable secondary. Donc on arrive de cet univers-là, c'est ça on voulait craquer, chez Notre Liquid, et vraiment, vendre des morceaux de scale-up. Donc voilà, puis le cas de base, c'est, moins de 10 d'une boîte qui est devenue plusieurs fois une licorne, comme ce qu'on a fait sur Revolut, comme ce qu'on a fait sur des boîtes comme Back Market, ou Algolia, Payfit. Vraiment des parts très, très minoritaires, d'investisseurs qui sont pas stratégiques et qu'on remplace par d'autres investisseurs qui soit sont déjà investis, veulent se renforcer, soit veulent mettre un pied dans la porte en mode growth investor, ou alors c'est des pure players de secondaire et ils font ça toute la journée.
et heu et donc par adjacence, on s'est mis à faire du GP-led parce qu'en fait, quand tu commences à travailler pour des fonds d'amorçage, des fonds de série A ou des family office, tu vas finir par leur proposer des solutions single asset sell, multi asset sell, fonds de continuation et après des trucs encore plus structurés. Genre on arrive sur du private equity, des choses comme ça. Pas évident à appliquer en venture, mais on trouve des trucs, RE pour equity, pas évidents et le tender offer, et c'est par exemple? LP Stake, je pense que je pense le JP led, je pense que c'est 80 du marché. Je pense le LPs doit être 10-15 Dans la VC, bah, en venture. En venture, on va dire, 80 des trucs, c'est du continuation. aujourd'hui, vous faites beaucoup plus de fonds de continuation que du Ben, ça, c'est le marché. Nous, on a un vrai biais en rétropisme direct, donc je dirais qu'on fait 90 de direct mmh. et 10 d'autres choses. Mais le marché, en vrai, il est plus inversé, en fait. Nous, on a un peu cette espèce de biais et d'ailleurs, c'est cool parce qu'on est un peu les seuls à faire ça en Europe. Tu as parlé d'investisseurs qui veulent vendre leur ligne de je sais pas quoi, heu dans une licorne stylée. Il y a assez peu de gens qui passent face à nous sur ces opportunités aujourd'hui. Alors quand on commence à pitcher sur du continuation, même en venture, bah, c'est déjà beaucoup plus adressé. Tu as plein d'agents de placement internationaux qui sont face à nous, enfin sur les bons en tout cas et les trucs un peu tier 2, bah, il y a de l'espace, on préfère faire de tier 1 en direct, tu vois? On se bat, c'est toujours mieux, hein. Et 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 à part, des besoins de liquidité, est-ce que selon toi, il y a ouais, parce qu'en fait, tu vois, sur du LP-led, sur les transactions de LP-led, en général, les LPs, ils veulent vendre parce qu'ils ont ils ont besoin de liquidité. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est parce que je vois comment est-ce que je parce que moi, j'ai l'impression que le LP-led, c'est quand même vachement lié à des situations de, tu vois, de stress où les gens, ils veulent vraiment la liquidité. Est-ce que toi, tu vois les choses pareilles? Bah, en GP, si tu vois, il y a quand même un, il y a c'est il y a des différents objectifs à travers une restructuration du fonds. par le souvent les opérations de JLP-Aid, elles dérivent de situations avec les LP. Par exemple, voilà, ils ont besoin de DPI, ils ont besoin de return. Qu'en fait, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de JP-led, ça évite qu'il y ait trop de LP-led. Mais c'est quand même des sujets en effet parce que, ben, souvent c'est des sujets un peu opérationnels. Par exemple, la durée de vie du fonds, on arrive à 10 ans ou en période d'extension. Il y a le sujet des hurdles, tu veux éviter, tu vois, de work carried. Ouais, alors que, tu veux, ou alors tu veux juste continuer à gérer une ligne, que tu aimes qui est intéressante, tu aimes bien et tu pas capturé le potentiel et refresh les économiques sur un nouveau truc. Donc il y a plein de raisons liées au JP, liées au LP historique, liées aux LP qui veulent rollover. Ou alors parfois il y a des appels du pied du marché, genre: «Ah, comment on fait pour s'investir sur ça, sur ces 2 top Et parties?» comment vous arrivez parce que du coup, en LP, tu vois, en direct, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, un bon réseau. Comment est-ce qu'avec, Bryan Garnier et aujourd'hui, vous arrivez à capter ces gens-là? Parce que si quelqu'un un jour se réveille et se dit: «Ah, j'ai une ligne sur cette startup-là ou sur cette entreprise-là, je veux la lâcher, je veux la vendre». Comment est-ce que vous arrivez à capter ce client-là qui peut-être initialement ne connaît pas? Bah, après, nous, c'est vraiment un gros travail de réseau, qu'on développe depuis bien avant qu'on crée notre Liquid, bien avant on rejoignait on a travaillé chez la Fedjo en Amérique. Donc c'est vraiment des le fait de connaître, les JP. En vrai, ben, il y a beaucoup de partenaires de fonds de VC en France, au UK, en Europe, qui sont des anciens des écoles que j'ai fait. Donc je fais les DEC et BS, on a quand même beaucoup dans ces réseaux-là, qui gravitent. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, quand je faisais de la levée de fonds en primaire, du M&A, quand je travaillais pour des entrepreneurs et aussi le fait de connaître les entrepreneurs aussi qui te présentent d'autres entrepreneurs, c'est des gens qui ont tous à peu près nos âges. Enfin, Pierre, mon associé et moi, on a la trentaine. On on vient tous à peu près des écosystèmes, on a partagé certains écosystèmes en commun. On parlait de la Galactics de Family, mais il y a quand même vraiment une grosse partie de l'écosystème parisien de nos âges qui sont passés à un moment donné par là-bas. Ils passaient pas forcément des bons moments, mais en tout cas, on se connaît de ces galaxies. Avec Pierre, on a aussi beaucoup grenouillé à Station F. Heu et maintenant, on arrive chez Bryan Garnier, qui a une empreinte moins venture que nous, mais très tech et donc il nous connecte avec un nouveau monde qu'on connaissait un petit peu, mais maintenant de manière beaucoup plus étendue. Des investisseurs un peu plus encore plus instits, ou des entrepreneurs qui sont pas passés par la case venture, qui ont des boîtes de tech très stylées. Hem non, c'est vraiment du réseau. Ouais, c'est intéressant et peut-être maintenant, essayer de rentrer un peu dans les caractéristiques, par rapport aux autres, secteurs du secondaire.
Il y a du buyout, il y a de la dette, il y a de l'infra. Peut-être, bon, on va mettre un peu l'infra et la dette de côté, Mmh. mais par rapport au buyout, c'est quoi pour toi les grosses différences entre le VC et le buyout? Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ces différences-là? Écoute, intéressant. Déjà, il y a un sujet un peu, de profondeur de marché. Buyout, c'est énorme, VC, c'est une niche. Donc, déjà à l'échelle du private equity et à l'échelle du secondaire, bah, on est vraiment à la confluence de 2 niches. Secondaire en venture. Il y a l'intensité concurrentielle aussi, c'est normal. Bah, le buyout, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus, balisé, et donc beaucoup plus adressé. Donc il y a celui-là, enfin quand tu te positionnes là-dessus, bah, tu te dis: «Bon, bah, s'il y a un bon dossier, je vais devoir pitcher fort pour faire la différence», et c'est un marché qui est extrêmement dominé, hein, par Evercore, Lazard, d'ailleurs plutôt Lazard et Evercore, je sais jamais dans quel ordre ils sont, mais bah, Evercore qui domine tout, tu vois? Tu as des grands agents de placement, internationaux qui sont très bons aussi, tu vois, Triago, ils sont fait racheter par Olivier Lucky, mais Lucky, c'est déjà fort, donc avec les 2 ensemble, je pense que ça, enfin, ils ont probablement que le numéro 3 sur ce sujet-là. Une des dernières différences, c'est une différence, d'assez sous-jacent évidente. Enfin, je pense la une des grosses différences, donc c'est la nature des lignes, l'orientation pricée. Je pense la valo, le pricing, c'est un peu la grosse différence qui fait que le buyout, c'est dur, c'est technique, mais au moins dans un univers assez normé de pricing. Je pense en partie tout le monde parle à peu près le même langage, sur comment tu prices une boîte. Après tu prends des points de vue différents sur ce que tu prends pas. C'est ce valeur, ce qu'on n'a pas de la valeur. Tu as les suites coûts du capital, des trucs comme ça. Mais en venture, tu es sur des équations, heu vraiment étrange, tu vois? C'est vraiment on est vraiment dans une singularité. Heu, et si on compare avec le coût de division par zéro, tu vois? C'est un peu c'est vraiment, donc tu dois faire une espèce d'acte de foi différent par rapport aux actifs que par rapport au buyout où c'est beaucoup plus mathématique. Parce qu'en fait, si on ça nous reste peut-être que tu vas pouvoir nous faire les comparaisons. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui arrive qui a un fonds secondaire en buyout, tu vas recevoir un peu des propositions du GP, par exemple. Il va te dire: «Voilà, la NAV, c'est ça». Et toi, tu as tes comparables de gens qui ont déjà vendu et tu te dis: «OK, ça, c'est des comparables, le multiple, c'est ça». Ouais. Voilà, est-ce que ça match? Est-ce que c'est grosso modo, hein, Voilà. surévalué, sous-évalué? En VC, c'est comment? Bah, après le marché est aussi un peu moins balisé, donc quand tu reçois une NAV d'un fonds de VC, c'est, beaucoup moins évident d'avoir des benchmarks. Tu vois? Tu en as reçu moins, donc tu as moins de points de comparaison et de points d'ancrage, et de toute façon, parfois, tu as les mêmes, quand bien même tu l'aurais, tu as quand même des conventions communes au fonds de venture qui fait que, bah, il y a certains trucs qui sont surpricés encore aujourd'hui. Tu as eu quand même un gros vintage, heu, de sociétés qui ont été surfinancées entre 2019, fin 2019, 2020, 2021 jusqu'en 2022. Donc avec voilà des anomalies en fait dans les repricing des nappes, et encore 5 ans plus tard, on commence juste à finir la correction Lisez, à finir la correction, et même quand tu reçois une NAV qui est déjà corrigée, repricée, avec du bon sens, avec la prise en compte aussi de choses qui font des grosses différences, comme notamment le waterfall, le fait qu'il y ait des préférences qui étaient négociées à chaque round et que toi tu détiens des actions, de early pref ou ordinaire, heu et même quand tu as ça, tu as tous les ajustements, tu as quand même des difficultés à faire ton propre pricing dessus. Parce que tu as des sociétés, tu vois, par exemple, quand tu reçois un portefeuille de deep tech, donc avec que des sociétés qui sont, pas encore à zéro revenu, là, sont en phase de capital de ca hyper capital intensive, mais avec énormément de potentiel. Hem, comment tu challenges un donc tu es obligé d'avoir beaucoup d'expertise. Heu, Tes points de benchmark, ils peuvent être aussi biaisés que celui que tu reçois. C'est assez dur. Il faut faire des actes de foi, en fait, des actes de repricing, et ceux qui veulent, jumper sur les opportunités, bah, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ont pas beaucoup de concurrence. Donc, ce sont des discussions qui finissent très vite par devenir bilatérales. Il y a parfois des opportunités discount assez forts, ou en tout cas de sites d'exposition assez intéressantes à des actifs qui ont énorme potentiel, ou alors, il y a aussi en fait, tu es vraiment dans la trésorerie, hein. Tu es l'équivalent de Vercors ou Lazare aujourd'hui, mais en VC. bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas un fonds ici qui investit, dans, dans un véhicule de continuation. Non, bah, nous, à l'époque de notre Soliquid, on avait commencé à mettre en gestation un fonds d'opportunité, OK. qui s'appelait Not So Fun, mais chez Bryan Garnier, non, ils ont pas cette stratégie-là.
ils avaient les agréments pour le faire, les possibilités dans le passé, ils avaient déjà tenté, l'aventure, pas forcément pour des fonds secondaires, mais pour des fonds. Mais là, chez Stifel, non, ça c'est pas du tout à l'heure du jour. C'est pas dans le il y aura pas de Ouais, des créations d'enfants, ouais. Hem et donc peut-être toi avec le recul que tu as, le fait que tu fais de la visorie, pour toi aujourd'hui dans le VC, c'est quoi les secteurs porteurs et finalement sur lesquels pour toi c'est intéressant d'investir si jamais la création d'un fonds de continuation ou voilà une revente de participation quoi? très bien. Hem, donc les facteurs clés de succès pour un fonds secondaire qui chercherait à se monter maintenant. Déjà, je pense qu'il y a une grosse fenêtre en ce moment parce qu'il y a une vraie appétence, hem, du marché pour le secondaire en général, pour le secondaire en venture. Il y a des grosses, sources, de financement qui ont été levées il y a pas longtemps. Le fonds secondaire d'Ardian Entrepreneur, il a vocation à ruisseler sur des équipes, d'investissement partout, dans le monde, notamment des équipes qui vont se lancer sur le sous-segment du venture. Donc il y a de l'argent à les récupérer. Il y en a qui sont déjà lancés, heu, avec succès sur ce il y a des anciens d'Eurazeo qui s'appellent, Noteus, qui ont levé 400 millions en l'espace de 6 mois, qu'ils ont déjà réussi à déployer là en moins d'1 an, Sur un VC? sur du VC en secondaire. Donc ils ont investi dans plein de très belles boîtes, Content Square, ils ont investi dans Back Market via nous, et une dizaine d'autres sociétés. Ils ont fait Get Your Guide, bon, plein de ça. Et donc je pense qu'il y a de l'argent à lever, il y a un pain point très, très fort. Il y a des affaires à faire parce que justement, celui qui arrive à donner un bon pr à trouver les opportunités, à les presser correctement, il a un boulevard pour déployer. Et tu as vu donc cet exemple de ces 6 anciens d'Eurazeo qui ont levé énormément d'argent, avec Blackstone en particulier, mais plein de Lexington, des Apoverse, enfin ils ont que du tier one. Waouh, il y a c'est normal, il y a des gens sérieux qui ont une approche systématique, hem et avec les bonnes connexions pour le faire, il y en a pas tant que ça. Moi je pense qu'il faut faut prendre le pli ça. C'est une niche certes, mais qui est en forte croissance. La profondeur de marché, aux US, pour le secondaire en venture, c'est, quelques centaines de milliards. C'est 10 fois moins en Europe, mais croissance, enfin pas 3 chiffres, mais on est sur du very high to figures, tu vois? Ouais, mais moi j'avais qu'en tête le secondaire, tu vois? C'est aujourd'hui c'était 150 milliards Jefferies ils annoncent 200 milliards Ouais. 10 milliards en 2010. Et surtout, j'avais ce chiffre-là où en fait, le PE, c'est quoi? C'est 15 enfin, là, sur du PE, mais peut-être que je peux aussi, je crois, donner les chiffres en VC, trouver des équivalents, mais tu vois que c'est 15 000 milliards quand c'est du PE et ça représente 1 des stocks en gros, Ouais. dans le secondaire et 1 parce qu'à l'époque, tous ces fonds de continuation, c'était vraiment des situations en GP-led, par exemple, c'est des situations de stress. C'était vraiment on a des zombie funds, quoi. Ils avaient des merdes et ils ont fait aujourd'hui, c'est des vraies solutions de gestion et c'est ça qui est intéressant. Exactement. En venture, sur l'année passée, le secondaire, c'était la solution d'exit numéro un, loin devant l'IPO et le M&A. Donc enfin, c'était pas le cas il y a 2 ans. C'était ça c'est Après l'IPO à la limite, c'est compréhensible et souvent ça arrête flag pour beaucoup de gens, parce qu'en fait tu reçois tes distributions vraiment tard. Mais, c'est vrai comment en fait le marché du M&A par rapport au PE, il doit être aussi plus complexe, non? Parce que l'acquisition, enfin je sais pas, il y a pas moins de trésor, c'est plus compliqué, même j'ai comment est-ce que tu les comparais le marché du M&A, avec des boîtes VC, mais avec buyout il est plus difficile? ben, c'est intéressant. Vendre, une scale-up, enfin, tu te retrouves quand même sur des boîtes qui sont déjà à plusieurs milliards de valorisation, du fait des points d'ancrage des différents rounds ou même dans la manière dont les sociétés sont pricées. Donc il y a quand même pas tant d'acteurs que ça dans le monde qui sont capables d'apporter des solutions exit, correctes, sur ces actifs qui sont de taille importante. Hem, il y a un sujet aussi de de pricing, enfin, voilà, les corporates qui sont censés être pas plus pricés, ce genre de boîte que les investisseurs de VC eux-mêmes. Donc il y a un problème de prendre en compte. Et ça reste quand même des boîtes qui ont pas des modèles économiques qui sont encore at scale, donc qui ont des métriques qui, quand tu les compares à des actifs qui sont intrinsèquement, plus rentables, plus naturellement, que les scale-up, tu te dis: «Ça, je sais pas comment par quel bout le prendre, en fait». Ouais. Donc tu as un problème
de langage, en fait et voilà, c'est la fenêtre, elle n'est pas encore là. Il y a plein de scale-up qui sont rachetés, hein, on va pas se mentir. Il y a des très belles sorties, mais c'est dur à provoquer. C'est dur à provoquer et même si tu veux le provoquer, c'est pas à la main des actionnaires de la cap table qui sont souvent très minoritaires. À parler de ceux du dernier round, c'est vraiment une décision collective. On n'est pas sur une boîte PE backed où c'est le PE qui dit: «Voilà, pour on arrive à 5 ans, on va commencer à réfléchir. 7 ans, on mandate le banquier, 1 an plus tard, on les affiche», hein, ça. En venture, une décision beaucoup plus collégiale, heu, avec des clés assez difficiles parce que, ben, quand la boîte est vendue et sort du giron venture, bah, elle doit se transformer pour devenir une boîte, heu qui est une business unit d'un grand groupe, ou alors, PE backed elle-même. Donc elle doit se retransformer, en fait. Donc ça tu as un problème de transition, en fait. Et en tant qu'advisory, comment est-ce que votre approche, elle va se dérouler? Il va y avoir une analyse, peut-être de l'entreprise, de ses métriques, de son marché, de voilà, des différentes choses que vous avez aussi de si c'est il y a un potentiel. Est-ce que vous analysez aussi par exemple en GP-led ou en LP-led? Est-ce que il y a une analyse aussi un peu du GP, de la société de gestion ou de l'investisseur lui-même? Qu'est-ce que vous délivrez en fait à la fin de votre analyse? Ah, tu dis quand on fait du JP Lens, c'est ça? Ouais, ou peut-être de manière générale, enfin, quand vous faites de la visorie, aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et vous dit: «Voilà, j'ai besoin d'aide sur ce je cherche ça ou j'ai besoin d'aide», comment ça se passe en réalité, en fait? Nous, on vient nous chercher vraiment, pour notre expertise et notre connaissance des actifs sous-jacents. Donc nous, ce qu'on connaît, c'est l'univers des scale-up, D'accord, les boîtes, on sait comparer les modèles entre eux. Je pense qu'on commencera à bien baliser, l'énigme de la valorisation. d'accord. Alors, en tout cas, en fintech, en SaaS, sur les modèles de consumer, on commence à bien gérer et même en deep tech, en biotech, grâce à l'expertise de Bryan Garnier, on commence à savoir faire aussi. Donc on vient souvent nous chercher pour ça au départ, parce que nous, on vient pas du secondaire buyout, Ouais, voilà, on vient pas nous chercher particulièrement parce qu'on sait faire des fonds de proximité ou des choses comme ça, mais on a appris à le faire. Mais notre vraie force, c'est, pas donner une valo, on fait des wise valo et donc sur les NAV, on est plutôt bien, en fait. On sait ce que ça vaut. Après, pour ce qui est de la structuration, ben, on est quand même sur des choses assez simples, assez vanille. Enfin là, on est sur des portefeuilles où il y a pas de distribution intermédiaire, jamais. Parce que tu vois, on disait tout à l'heure sur, sur qui découvre, il y a pas de dividende ever. On est sur des systèmes de GP très, très simples avec, du devin tout basique, pas de, hors de la huile, tu vois? On est vraiment sur des choses, vraiment très, très vanille et les fonds de continuité qu'on construit, bah, ils sont aussi très, très simples, et ils sont ouais, ouais, assez basiques, en fait. Il y a de la structuration, elle est, le gros défi, il est de pricer le portefeuille, d'accord. décote, pas décote, parce qu'après c'est de la dégo, et ensuite, ben, les economics du deal, elles sont assez simples. Ensuite, l'assessment de la société de gestion en tant que telle, ben, on est sur des fonds qui ont des performances historiques, assez élevées en général. Et si c'est pas le cas, bah, il y a pas de sujet, en fait. En fait, c'est assez épinaire, en fait. Soit tu es une équipe qui fait du 4-5X, tu as réussi à distribuer dans le passé, soit tu as pas ça, ben, tu feras rien, en fait. Il y Ouais, a pas de d'accord, je choses qui font toi. C'est assez, il y a une polarité forte, en fait. donc vraiment la plus-value, c'est intéressant parce que la plus-value, c'est finalement approcher ces NAV-là et donner une bonne valorisation, d'autant que c'est 10 fois plus difficile à embader encore, enfin, plus difficile en VC qu'en buyout. Heu, Donc disons que la difficulté, c'est que tu as des critères qualitatifs à prendre en compte, qui sont durs à mathématiser. Et je pense que c'est pas techniquement plus difficile, c'est juste, mmh, heu plus enfin, tu vois, c'est plus, il y a des dimensions intangibles qui ouais, sont compliquées à mettre en modèle. Est-ce que tu le fais, hein, mais c'est pas évident. est-ce que tu peux donner peut-être un exemple, de manière, finalement de comment en fait ça peut ch comment est-ce qu'une valorisation dans ce secteur-là, elle peut être différente? Tu vois, quelle prime tu rajoutes finalement sur, je sais pas, tu parlais de DCF, je sais pas si tu utilises un DCF par exemple, mais est-ce que Par peut-être exemple, j'utilise très, très peu le DCF, très, très peu. titre comparable? C'est beaucoup, en tout cas pour les modèles, qui génèrent du free cash flow, même pas du cash flow, disons, qui ont de la top line, parce que c'est surtout ça, des multiples de top line. Oui, on utilise des multiples, par On exemple, parle ça line, c'est quoi exactement? en SaaS, une des métriques clés, après, il y en a plusieurs, c'est l'ARR, donc le revenu récurrent annualisé. C'est vraiment la métrique clé et après tu as des sous-critères qui te placent dans des brackets différents, en fait, de multiples d'ARR. Il y a D'accord. tu as une autre sous-métrique
c'est la rétention nette, donc NRR. Hem et il y a des boîtes qui sont à plus de 100, plus de 120, parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'ancillarité, beaucoup d'upsell qui dépassent en fait le churn. Et donc en fait, les bons SaaS, ils doivent avoir un NRR à 120-130 et ils se retrouvent donc dans les brackets de multiples les plus élevés. Et ça, on sait pas mal le justifier d'accord, en sur les modèles de plateforme et de marketplace. La métrique clé, c'est la GMV, Gross Merchandise Value. Et selon il y a plusieurs sous-métriques, que notamment le take rate, la grosse margin, voilà, pareil, la grosse margin, c'est hyper important au logiciel. Et tu as des brackets, en fait, et tu sais, en fait, pas où les placer dans la cartographie à peu près. Et Et en biotech, par exemple? en biotech, justement, j'allais y venir parce que c'est là où des boîtes, elles ont zéro revenu ever. Jamais tu feras du secondaire sur une biotech, où il y a du revenu parce que déjà cotée en bourse ou, elle a été rachetée par Sanofi depuis longtemps. Hem, là, c'est une approche probabiliste. C'est vraiment, c'est lié, en fait, au stade de développement. Donc tu as des phases d'essais cliniques, qui prennent parfois des décennies, où tu, prends un nouveau médicament ou un nouveau device, quand c'est un peu plus medtech, une nouvelle molécule, qui passe par des phases itératives. Phase 1, donc c'est une phase d'essai clinique à très peu d'échelle, très documentée, très, universitaire. Une phase 2 où tu passes, sur des cycles à plus grande échelle, par exemple, quand tu as une valve de cœur, bah, c'est combien sont implantés. Quand c'est une molécule, combien de personnes l'ont intégré dans leur protocole médical. Et donc en fait, quand tu arrives en phase 2, tu as un pourcentage de probabilité qui fait que tu arrives à la mise sur le marché qui est plus élevée. Donc c'est un peu arbitraire, tu vois? Mais ça peut être 15-20, phase 30. Phase 3, tu as une probabilité assez élevée d'y arriver. Et en général, quand tu es en phase 3, tu es déjà coté en bourse et tout, parce que C'est drôle parce que moi, je me et rappelle. en fait, c'est basé sur le marché sous-jacent. Donc tu as ton TAM, qui est un peu le marché que tu vas adresser, et tu sais qu'en fait, il est quasi exclusif parce que quand tu le mets sur le marché, il est à toi, en fait. Ouais, Donc si le brevet, c'est à 1 000 000 c'est 10 000 000 100 000 000 et le prix est bien pricé, bien anticipé. C'est ça, en fait. Et donc c'est une équation proba liée à la phase OT, marché adressable, qui est calculé en fonction du prix, hem et d'un et d'un volume de patients potentiels, et d'un nombre d'années, en fait, où tu es en exclusivité. Et ça devient un peu un DCF, en fait, sur la partie finale. Et c'est comme ça que tu praxes. Et ensuite, ce qui est spécifique au secondaire aussi, c'est qu'en général, la liquidité, elle se fait pas sur la société à 100, mais sur une partie du capital. Et c'est une partie du capital où tu as généralement des des clauses de préférence, dessus. En gros, tu as des actionnaires qui ont financé la boîte en marché privé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois, et à chaque fois, ils ont négocié des pref stock, OK. qui parfois sont très agressifs. Par exemple, le standard en biotech, c'est, ce qu'on appelle les participating, preferred stock, et ça veut dire qu'en fait, en vrai, enfin, les investisseurs qui investissent sont protégés à au moins une fois leur investissement, et en plus de ça, ils participent à l'upside. Donc ça veut dire qu'ils ont mis 100 millions, ils récupèrent leurs 100 millions quand la société est vendue, et ensuite, ils sont distribués au prorata de leur part du capital. Ils ont 1 du capital, ils ont quand même 20 de ce qu'il y a au-dessus. Non, C'est OK, ouais, ils ont le hurdle rate et en plus exactement. ils ont quelque chose de plus intéressant dessus. Ah, en SaaS, en fintech, en venture, hem, moins tech, c'est plus non-participating. Donc une fois que tu as été remboursé, il y a un catch-up des autres investisseurs et après tout le monde est distribué normalement. Mais disons que c'est une distribution qui est importante à prendre dans le prix que tu payes aujourd'hui, parce qu'il y a une probabilité non négligeable que tu te retrouves dans un scénario d'exit où le waterfall a une implication. Et ça, il faut le probabiliser. Enfin, tu fais des Gaussiennes, tu fais enfin, il y a plein d'approches, Black-Scholes, enfin, c'est de l'obs. Ça. Et ça, on le price aussi. Et donc, pour les biotech, c'est souvent du part, donc ça peut avoir énormément d'impact. Tu as le discount qui peut être jusqu'à 60-70 rien que sur le waterfall. Et en tech normale, ça peut être, 0, parce que tu Tu peux avoir des discounts, enfin discounts positifs. Quelqu'un paye plus que la NAV pour rentrer. en fait, il y a, plus que la NAV, non. Non. Enfin, Ouais, ad premium, grand max, toi. ouais, enfin, c'est que la NAV a été mal pricée ou qu'elle a pas été update, mais NAV premium, jamais. Mais heu
Mais on a eu des cas où tu as eu des repricing positifs, tu vois? Où il y a une tension concurrentielle très forte. Hem, Par exemple sur Revolut, la dernière transaction qu'on a fait, elle s'est fait à plus 40 par rapport au dernier round. Mais bon, Oui, mais la lave a été ajustée. la NAV avait été ajustée le temps passant. Tu as beaucoup de fonds dont la valo des books est le last fundraising. Donc dans ces cas-là, tu peux avoir un repricing positif, mais t'inquiète pas que les bonnes boîtes sont repricées régulièrement. C'est plutôt les mauvaises qui restent, un point d'ancrage. Ouais, je vois ce que tu veux dire et peut-être par rapport à ces discards-là, tu vois une évo toi qui a maintenant c'est vraiment ce serait intéressant, vous êtes à Isoril, donc vous voyez un peu l'évolution aussi du marché, mais en global. Le discount, il a tendance finalement à se rétrécir. Le discount, attends, le discount se rétrécit en venture parce que les NAV se réajustent de plus en plus et aussi qu'il y a un rattrapage, hem, des actifs sous-jacents avec les valeurs qui sont dans les books, par la croissance, par l'augmentation de la rentabilité. Donc les courbes se recroisent, et donc il y a un donc c'est un phénomène de numérateur, en fait. Est-ce que, donc là tu me parles, voilà, Il y a aussi plus de tension concurrentielle entre les investisseurs. Ça, c'est absolument vrai. Il y a plus de bailleurs, un peu plus, donc il y a, heu, plus de gens qui gagnent que d'offres? il non, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, mais la demande augmente alors que l'offre, elle est toujours la même, en fait. OK. C'est juste qu'il y a plus d'acheteurs qui se passent sous l'opportunité, en même temps. Ouais. Hem donc vous êtes spécialisé à du multiple. Est-ce que des fois vous allez un peu diguer dans tout ce qui va être les comptes et cetera pour voir, un peu comment la start-up ou ouais, l'entreprise elle gère son cash? Salariés, bah, c'est hyper important parce que dans les métriques de valo, qu'on décrivait, ben, c'est vrai qu'il y a un focus top line ou il y a un focus bottom line aussi qui est de plus en plus imposé. Heu, une des règles, par exemple en SaaS, c'est Rule of 40. C'est une rule of thumbs assez rigolote où en fait, une bonne société en SaaS, la somme de son chiffre de croissance annuel plus, son pourcentage, d'EBITDA margin doit faire plus de 40. Donc en fait, soit tu es Rule of 40 parce que tu es high growth et high growth, enfin, donc 50-10 par exemple, c'est Rule of 40, mais 30 plus 10, c'est aussi Rule of 40. C'est un peu genre, Ah, c'est drôle. c'est un rule of thumb, mais les cash flows, c'est hyper important, notamment en secondaire parce qu'en fait, bah, le runway de la société, le fait qu'elle ait besoin de le relever pour financer son burn actuel versus relever pour financer des acquisitions ou des développements internationaux, ça fait une grosse différence. C'est pas le même objet, parce que la dilution, elle a pas la même valeur, en fait. La dilution pour, du burn, ongoing, elle est très chère, versus, de la dilution pour des nouveaux projets. C'est complètement dilutif, en fait. Et peut-être pour t'arriver à clore un peu cette partie-là, c'est quoi toi ta vision? Parce que toi tu nous dis que tu étais bullish, mais peut-être, voilà dans le VC secondaire qui est d'une niche d'une niche. Comment est-ce que tu vois peut-être l'évolution d'abord du secondaire dans le marché global et puis l'évolution de cette niche du VC dans le marché du secondaire? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le secondaire, tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est une parenthèse, en attendant que les marchés classiques de l'exit se réouvrent. Moi, je ne pense pas, parce que là, on est sur un point de pivot assez structurel. Enfin, c'est vraiment une solution à part entière, qui garantit des bons returns, qui commence à bien fonctionner. Heu, Parce qu'il y a beaucoup de vieux de la vieille qui disent: «Ouais, moi, j'ai fait du secondaire aussi en 2001, la dernière crise, ou en 2009». Mais c'était pas la même chose. C'était pas la même chose, c'était très distressed, comme tu décrivais. C'était vraiment des rustines, en fait, en urgence, qui ont alimenté beaucoup de bottom fishers, qui ont acheté des portefeuilles pour rien, qui sont après ils ont redéveloppé sur des stratégies plus classiques. Là, c'est pas le cas. Heu, il y a des bottom fishers, mais ils trouvent des dossiers, mais moi je les vois pas. En tout cas, nous, on bosse pas avec eux. Il y a un vrai marché, green en fait, heu, Ouais. vertueux sur le secondaire. Le secondaire en venture, donc c'est une niche, mais qui se développe très vite, je pense plus vite encore que le que le secondaire buyout. Heu, il y avait des dysfonctions qui commençaient à s'améliorer, voilà, des incompréhensions entre les acheteurs et les vendeurs, un défaut d'intermédiation qui était assez problématique, heu des, des assets sous-jacents qui étaient trop risqués. Mais là, ils sont vraiment très largement engagés leur phase de dérisking. Voilà, typiquement, ben, ils ont arrêté de burn, ils ont relevé sur des bases plus certains qui ont relevé sur des bases beaucoup plus saines, et
et on est dans un environnement qui est, heu, par certains égards un peu moins accueillant quand même, pour la tech, mais que les sociétés appréhendent mieux en fait. Bah, parce qu'aujourd'hui, c'est tu le chiffre de la part moi j'avais vu 4 enfin, rapport Everforce, c'était quoi? C'était 4 ouais. Tu vas prendre une plus grande ampleur dans le secondaire. 4. Après, eux, ils ont une version assez limitative, je pense, de ce qu'est le secondaire, puisque pour eux, c'est vraiment, heu CV, enfin, du contingent véhicule, donc vraiment Ouais, une portion congrue des GP-LED. Pour nous, il y en a beaucoup plus que ça. Tu vois, par exemple, je sais pas s'ils comptent les strip sales ou même ouais, ça les direct sales. ah, tu vois? Il y a une agrégation dans spécial de Purpose Vehicle, non, dans Strip Sale? C'est possible, donc ouais, et donc là, ils le compteraient, c'est possible. Ouais, Mais par exemple, les ventes directes, c'est sûr que c'est pas dedans. Alors que, moi, je pense qu'il y a bien un tiers des exits en venture, qui se font en vente directe. Bah, c'est ouais, c'est un truc qui émerge, en tout cas en Europe. Enfin, moi, je vois ça. Peut-être que c'est mon biais et mon prisme qui fait un zoom sur ce truc. Mais je pense que c'est pas inclus dedans et que mais on a moins de 10, c'est évident. OK, c'est sûr, donc sûr. Et donc on double le marché avec ça. On reste sur un franchement, c'est déjà énorme, ouais, mais même ça reste une niche, mais une niche tellement un gros secteur, enfin les et surtout qui en font marché, qui en font croissance, et ouais, qui moi je trouve qu'il fait sens. Moi je trouve vraiment c'est la suite logique de je fais c'est j'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'avant c'est que c'était pas ça qui est fou. Je pense que je pense qu'il y avait des sujets de maturité. Je pense que les GP étaient pas mûrs pour ce genre d'exit parce que comment tu vends ça? Enfin, maintenant, je pense que en fait c'est maintenant il est même pas heu, comment, maintenant ils le vendent au LP, c'est-à-dire qu'ils quand tu racontes ça au LP que dans la stratégie d'exit et du secondaire, c'est très étrange, en fait. «Ah, et donc vous vendez à vous-même un peu, c'est bizarre comment vous créez de l'alignement». et à cette heure-là, vous validez. Il y a l'alignement d'intérêt et le fait le et c'est pour ça qu'il y a toute une due diligence à faire, mais c'est en fait, est-ce que les GP vont pour les bonnes raisons, quoi? Est-ce qu'il veut juste pas il voit pas son hurdle qui se rapproche, il se dit: «Bon, beh, allez, je vois qu'ils font carry déchets», donc je pense que c'est super intéressant. Heu, on va passer à la troisième partie où en fait, tu vas revenir un peu sur la partie un peu conseil, un peu, tu vois, voilà, la vision, moi, je pense que ce qui est important d'abord, c'est peut-être, voilà, un conseil un peu, pour, parce que, tu vois, finalement, beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent le podcast et moi j'en faisais partie, ne savent pas et ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Tu as quand même fait tu quand même beaucoup, beaucoup d'expérience. Tu es parti à droite, tu es parti à gauche, tu as monté une boîte et cetera. Concret. Hem, Là, c'est la partie où je donne des conseils ex intellectuels, carrière, ouais, exactement, des orientations de vie. Non, c'est rigolo, OK, OK, OK. Ben, moi, j'ai fait un parcours exactement comme toi, assez classique, et je pense comme toi, j'étais assez attiré par la finance. Sauf que toi, visiblement, tu as un peu d'avance parce que tu as aussi des expériences entrepreneuriales, tu as des side projects qui sont, assez aboutis. J'ai pas des side projects aussi aboutis. Ah donc félicitations. c'était Non, mais après, il faut bien choisir ses stages, c'est assez conditionnant finalement, ils vont se dire: «Ah mais tu peux prendre des risques, faut oser des trucs». Je dis: «Oui et non» parce que finalement, cette 1re césure que j'ai fait chez Rothschild en 2010, ça a été extrêmement conditionnant pour tout le reste de ma carrière et encore aujourd'hui. Et j'ai encore tu vois, des retombées de cette expérience d'il y a 15 ans, quoi. C'était le bon stage pour moi au bon moment qui m'a fait rencontrer une bonne personne, et pas juste Greg, mon associé, mais des dizaines de personnes qui ont écrit aujourd'hui, qui sont influents dans ma vie aujourd'hui. Heu et je dis pas que c'est mon meilleur pote encore aujourd'hui, mais à l'époque, mon boss, il est devenu président de la France, tu vois? Enfin, Emmanuel Macron, il était gérant, il était nommé associé gérant quand j'étais en stage là-bas. Tu vois, là, je lui apporte enfin, en gros, c'est important d'oser enfin, prendre le pari, en fait, de se dire: «Tiens, je veux faire ce truc-là maintenant, aujourd'hui». J'étais obsédé par l'idée de faire un M&A, encore du M&A en M1. J'ai eu plusieurs offres. Je sais pas, celle-ci m'a parlé plus que les autres, heu et et j'aurais pu faire des choix un peu plus paresseux. Je me suis dit: «Non, maintenant, j'ai qu'à commencer par l'autre stage que j'ai lu après», c'est bien juste que j'avais déjà la possibilité de le faire. Je me suis dit: «Ça serait plus cool», heu j'ai réfléchi ça. Je me suis dit: «Non, je prends le risque de le faire». Donc ouais, tu sais pas avant, mais il y a des décisions que tu prends qui ont des répercussions sur toute ta vie, heu et ensuite, et ça veut pas dire que tu es défini par une expérience versus une autre, mais tu peux pas savoir avant de l'avoir fait. Je pense il faut y aller et ça aurait pu être l'inverse. J'aurais pu dire faire une full césure entrepreneur. C'était pas trop le zeitgeist de l'époque, hein, l'époque où personne voulait être entrepreneur, mais aujourd'hui peut-être,
j'aurai 24 ans, je me dirais: «Tiens, je prends un poste de bras droit stagiaire Une sorte d'un CEO scale-up», tu vois? Et le mec, bah, il va m'exposer à tout le monde, je vais faire plein de trucs très, très différents et après je pourrais le revendre de ouf. Je pense que je le verrai de cette chose-là. Heu, d'as après sur les choix de carrière, je pense que j'étais assez déter sur des moments clés de ma vie. Puis après, il y a d'autres moments où, je faisais confiance un peu au flow. Heu le moment où, j'ai voulu rentrer en PE, j'étais absolument déterminé. Puis ensuite, quand j'ai voulu rentrer en MBA, j'étais assez déterminé. Mais entre les 2, j'ai vraiment embrace, what was there, tu vois? Enfin, que le family office pour lequel on bossait, c'était le bordel et tout et complètement déstructuré, ils allaient dans tous les sens, c'est ça et ils changent d'avis toutes les 2 semaines, mais voilà, m moi, j'ai appris à kiffer le chaos, heu, sans me défocus de mes autres projets, tu vois? Donc prends ce qu'il y a à prendre sur le moment et pas être genre dans l'étape d'après tout le temps, seulement. Ensuite, sur la route entrepreneuriale, je pense que ça, c'est le truc d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'on peut, tu vois, finalement, on a fait du secondaire sans savoir ce que c'était en vraiment. Alors, on a identifié un problème, et on a jeté les coups d'y aller, tu vois? Et de lâcher ce qu'on était en train de faire pour le faire à fond. Mais en même temps, on a fait aussi confiance, à l'univers. On s'est dit: ouais, «Bah, bien sûr. it's gonna make it», tu vois? Ouais, c'est important d'avoir ce mindset-là. Moi, j'ai une question aussi peut-être, parce que, en fait, d'un côté, moi, souvent, alors, on va dire, dans la vision des gens, on oppose souvent l'entrepreneur et le monde corpo Ouais. et c'est quelque chose aujourd'hui qui, je trouve, dans une société où, en fait, on est de plus en plus blanc et noir, il y a le gris, il existe de moins en moins et donc en fait, aujourd'hui, ça se répercute là, dans cette vision-là, entrepreneur et corpo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es un entrepreneur, même toi dans un tu es corporate, c'est-à-dire que tu travailles pour une grosse entreprise et cetera. Hem et je trouve que tu es vraiment le voilà, un exemple parfait où on arrive à mêler l'entrepreneuriat et le corpo. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que ça existe aussi de manière beaucoup plus large? Ouais, en vrai, moi, j'ai toujours enfin, depuis que je suis rentré de Londres, j'ai toujours voulu être, un peu entre les 2. Tu vois, à la Confluence, le banquier en cravate, enfin sans cravate, et en jean, mais tu vois, qui se prend pas forcément au sérieux, mais qui fait ce qu'il fait très sérieusement, qui est capable de parler à d'autres entrepreneurs parce qu'il vit la même chose, mais aussi à des gens de la haute finance, parce qu'on parle aussi le même langage. C'est pas évident, de naviguer entre les 2 de manière agile. Il y a des moments, bah, j'arrivais pas à être assez ou alors pas j'étais pas assez entrepreneur. Voilà, je levais pas de enfin, j'avais pas levé beaucoup de fonds sur ma boîte précédente. Donc si tu es entre les 2, tu es entre les 2. Tu peux pas 100 pivoter, quoi. Tu vois, tu peux code switch, mais tu peux pas non plus, bah, il faut accepter que tu seras jamais il y a des gens qui ne pourront jamais 100 au sérieux en tant que banquier d'affaires et même encore aujourd'hui, si on continue à cultiver cette image un peu alternative avec, mon business partner, heu, mais ça nous fait des limitations. Tu vois, il y a des choses, bah, clairement, il y a des peut-être moins chez Stifel parce que bon, donc au moins il suffit qu'on mette une cravate et on est managing director de Stifel, donc je pense qu'on peut le faire plus aujourd'hui. Mais à l'inverse, je pense qu'on sera plus entendu en tant que sérieux comme fondateur, sérieux, voilà, on aura une histoire d'entrepreneuriale, mais on sera plus des entrepreneurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois là, peut-être là on pivote vers un truc plus instit, qu'on assume et ça veut pas dire qu'on ne peut pas refaire une boîte après. Tu vois si l'opportunité Stifel, ben ils voient plus trop le secondaire pour eux, bah, c'est pas grave, on la spin-off, on la refait ou alors on fait autre chose, Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Ouais, ouais, il y a vraiment ouais, il y a c'est là ce flow constant et peut-être aussi, c'est intéressant, c'est quoi un peu les compétences pour toi, clés qu'il faut avoir, quand on veut travailler en secondaire? hem, ben, je pense que, avoir des skills, en corporate finance, je pense une expérience, en M&A ou en PE, ça aide. Je pense même PE encore plus parce que tu vois comment fonctionne un fonds, voilà, tu as vraiment maîtrise des clés, heu, tu as ce que c'est qu'un véhicule, ce que c'est que, une structure Ficari, les métriques clés, voilà, ce que c'est qu'un cycle d'investissement et de désinvestissement. Et justement tu vois le sujet de liquidité en tant que, tu l'expériences. Le M&A, c'est parce que ça t'apprend un peu tout, tu vois? Ça te donne des skills assez profonds en évaluation de business, voilà, skills généraux de corporate finance, je pense que c'est pas mal. Heu, après
le secondaire que je fais en venture, je recommande plus de faire la même, mais voilà, plus, chez un leveur de fonds et ou, en fonds de venture. Parce que là, tu le vis, de l'intérieur. Il y a des positions dans les fonds qui sont plus intéressantes. Donc je pense que ceux qui sont en investor relations, portfolio management, sont plus exposés au sujet du secondaire que ceux qui sont en investment. Et d'ailleurs moi je trouve que les fonds de venture en particulier, mais les fonds c'est aussi vrai pour les fonds private equity, pendant longtemps, ils étaient surstaffés en investing, ou en suivi d'investissement et assez peu en DPI management, d'investing. Enfin en venture, c'est zéro personne et private equity, bah, le truc est un peu plus mature donc ça c'est un peu plus balisé, tu vois? Donc moi je recommande, expérience d'investisseur, ou alors en fonds dans des fonctions, afférentes à la gestion du portefeuille et l'année levée de fonds. Heu, OK. Franchement, ces expériences, c'est des bons investissements. Il faut juste choisir la bonne team, heu, investir dans un brand ou alors aller dans une boutique avec énormément d'exposition. Alors après, on peut avoir pas de chance, on peut aller dans une boutique où théoriquement on devrait être hyper exposé, mais c'est pas vrai, c'est une mauvaise période. On peut aller dans une super brand, heu, mais en fait, ben, on n'arrive pas à en faire quelque chose, c'était pas, c'est faut avoir de la chance, il faut choisir les bonnes personnes. Je pense qu'il faut travailler plus sur des ambassadeurs. Toi, tu avais ta vie, il y avait des bons mentors avec Ouais, des bons mentors qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé des balles, qui m'ont fait des intros, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont évité de faire des erreurs. Ouais, il y a plein de choses que des gens plus âgés peuvent t'aider à faire. Je pense que c'est important de choisir des mentors. oui, ça je C'est sais. vraiment il faut et pas attendre qu'on nous propose. Mon associé, il fait beaucoup ça. Il y a des gens qui l'aiment bien et il décrète que c'est son mentor et les gens, ils aiment bien, Isaac, en fait. Il y a des gens qui aiment pas trop. Il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien give back, qui sont généreux avec ça, qui ont envie de transmettre et donc choper quelqu'un plus âgé et lui dire: «Mec, tu es mon mentor maintenant», ce sera un honneur pour cette personne. Enfin, sauf si elle a vraiment pas le temps ou pas envie, mais faut pas hésiter à s'arrimer à des figures, heu, qui peuvent être un peu ouais, des tuteurs, des coachs, des advisors, mentorer toute la vie après. Trop bien. Et peut-être pour terminer ce podcast, peut-être aussi de manière globale, toi, c'est quoi, selon toi, les traits, qui font que quelqu'un a finalement, ait plus ou moins de réussite? Pour qui sont revenus dans le dernier podcast, la résilience et cetera. Mais est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est ressorti, qui ressort avec les tendances que tu as et peut-être, couplé d'un exemple? Je pense qu'il faut être audacieux, je pense qu'il faut oser, c'est le slogan de la HES. Quand, heu, oser et en fait, c'est pas grave d'être un peu ridicule à certains moments parce qu'on improvise, mais normalement si on est bien préparé, qu'on anticipe, et qu'on et ce qu'on f que chaque instant on le traite, on le fait sérieusement, normalement ça va bien se passer en fait. C'est pas grave de pas connaître un sujet, mais c'est important de se préparer, et de respecter l'opportunité telle qu'elle est présentée. Heu Être audacieux, ça veut pas non plus dire, heu, être enfin, Ouais, réfléchis. irréfléchi exactement. Moi je pense qu'il y a une autre, ouais, une autre clé, c'est d'être déterminé sans être obstiné. Je pense que des moments où il faut lâcher la balle, hop, pour être assez agile. Voilà, nous on a développé, notre Liquid de manière indépendante. En 2022, on a une première proposition, heu, c'était pas un rachat, mais d'investissement de Bringani. On l'avait pas pris à ce moment-là et c'était très, très bien. Mais un an plus tard, ils sont revenus avec une offre différente, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus intéressante et là, c'était le bon moment. Mais en même temps, ça voulait dire: «Ah merde, on ne sera plus notre boîte, on ne sera plus les CEO, on ne pourra plus, kiffer nos bureaux du 9e». Enfin Ouais, c'est ça pas si mal et le et ouais, ouais, on faisait la fine mouche quand on arrivait de c'est tellement dans street et mais voilà, donc on a renoncé à il ne faut pas hésiter à renoncer à certaines choses pour en obtenir d'autres, parce qu'il y a rien de définitif. Enfin même les tatouages, on arrive à les enlever donc ça c'est pas grave. oui, bravo. Bon, bah, écoute, c'est une très bonne manière de terminer le podcast. Merci David d'avoir reçu, c'était un plaisir et vraiment j'ai adoré la discussion. Bah, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé la discussion. Voilà, super.